Ici Mario Barre, bienvenue à cette question d'actualité. Aujourd'hui, oui, nous allons essayer en à peine 15 minutes de mieux comprendre la crise grecque. C'est quelque chose qui est du passé, oui ou non? Bon, non, c'est encore bien présent pour les Grecs qui la vivent au jour le jour. Mais pour ce qui est des négociations entre l'Europe et la Grèce, il y a toujours ces négociations qui sont un peu en cours, ces tractations. Bien sûr, il y a une aide qui arrive et ça, c'est bénéfique pour les Grecs. Maintenant, comment vont-ils sauter sur la chance qui leur est de nouveau donnée? Nous avons avec nous aujourd'hui Monsieur Thomas Bango Lingo, qui est PhD en économie, docteur en économie, ancien tuteur à l'Université ouverte hellénique et tuteur à la Télé-Université du Québec. Il a été lui-même 23 ans en Grèce. Il est maintenant depuis 10 ans au Québec. Monsieur Bango, bonjour. Bonjour. Originaire de la République démocratique du Congo. Oui. Voilà. Et donc, bien sûr, votre intérêt sur la crise grecque, 23 ans en Grèce, vous connaissez un peu le pays. Ça va de soi. Je considère toujours la Grèce comme étant également un pays qui m'a beaucoup donné. Oui. Au niveau économique, en partant de ce qui s'est fait là depuis le mois de juillet, ce référendum le 5 juillet, le non l'a emporté. Malgré tout, les Grecs se sont fait imposer quand même quelque chose qui, dans l'ensemble, ils ne voulaient pas. Est-ce que, selon vous, les Grecs vont réussir à s'en sortir? On va revoir dans quelques mois une répétition de ce qui s'est passé cet été? Moi, je crois que le tout dépendra avant tout des Grecs et également de la volonté européenne. N'oublions pas que on est devant un jeu politique. Il y a d'un côté un courant qui veut que l'Europe soit d'obédience libérale, de l'autre côté un courant qui est encore minoritaire, qui veut que l'Europe tire vers ce qu'on appellerait couramment l'État-providence ou la social-démocratie. D'accord. Mais en dépit de cet affrontement qui est en toile de fond sur la scène politique européenne, oui, on doit admettre que les Grecs ont des difficultés tangibles qui sont appelées à corriger. Et ces difficultés ne datent pas d'aujourd'hui. Pour moi qui suis resté en Grèce depuis longtemps, j'ai même vu que ce courant, la conscientisation politique et également sociétale sur les difficultés congénitales, comme on le dirait, de l'économie grecque a commencé à apparaître à partir des années 88. Ah oui, d'accord. Et déjà, à l'époque, on avait vu que un premier ministre technocrate, Xénophon Zolotas, épinglait les difficultés de l'économie grecque qui devaient être corrigées pour que la Grèce réussisse son parcours dans l'Union européenne. On ne parlait pas encore à l'époque de la monnaie unique. D'accord. On a vu également par la suite un gouvernement de droite, toujours de la Néo-démocratie, dirigé à l'époque par un certain Constantin Mitsotakis, épingler les mêmes problèmes, et même le gouvernement centriste du PASOK, socialiste, sous la gouverne de Simitis, épinglait également les mêmes lacunes. Malheureusement, alors que l'identification, le diagnostic de la situation était posé, et il était clair. Oui. Et que tout tournait autour d'un mot-clé de productivité et de modernisation de la structure productive grecque. Les correctifs n'ont pas été apportés à temps. D'accord. Peut-être parce qu'on était dans ce qu'on appellerait un peu, dans le jargon économique, dans la période de la grande modération, où tout le monde tirait son épingle du jeu. Il y avait une amélioration constante des conditions de vie. Est-ce que vous êtes en train de me dire est-ce qu'on n'est pas loin de la corruption ou c'est vraiment autre chose? Là? Non, je parle pas de la corruption. Je parle plus du courant de croissance que l'humanité a connu des années 80 jusqu'à la crise de 2008. D'accord. Dans ce courant de croissance où tout le monde parvient à tirer son épingle du jeu, où les gens se disent mais pourquoi changer un modèle qui finalement fonctionne bien. Pourquoi le changer? Malgré que les gens tiraient la sonnette d'alarme, oui, ça fonctionne bien parce que les autres nous aident, parce qu'on profite également de la solidarité internationale, de la solidarité européenne. Ouais, d'accord. On est encore un État récepteur des fonds structurels. Le jour qu'on deviendrait
un État donateur des fonds structurels tel que la Grèce a été promue après les années 2004, la Grèce, avec l'entrée de 10 nouveaux pays, la Grèce n'était plus considérée comme un État récepteur des fonds européens. Ouais. Il était devenu comme un État donateur. Et mais ne pouvait pas donner. Voilà. Mais cela fait apparaître maintenant les difficultés. Parce que lorsqu'on est donateur, il faut produire pour pouvoir donner. Oui. Et là, on ne parvient pas à donner. Qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau concret là? Vous parlez de productivité, vous parlez parce que la Grèce c'est essentiellement il y a une grosse part de l'économie qui est sur le tourisme. Heureusement, il y a également une grosse part de l'économie qui est sur les bateaux. Ça continue. C'est une grande part de l'économie grecque. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer, selon vous, cette productivité en Grèce? La Grèce doit cibler des secteurs. Ça va de soi que la Grèce ne peut pas sortir de ses avantages traditionnels, ce qu'on appellera en économie, ses avantages comparatifs. Et c'est des bons avantages, hein? Oui, le tourisme, la marine marchande, les bateaux donc. Mais la Grèce on voit que ces deux secteurs, malheureusement à l'échelle internationale, il y a des compétiteurs qui viennent d'ailleurs. Le Libéria aujourd'hui, ce qui est nouveau, le Panama, peuvent compétitionner la Grèce dans la marine marchande. D'accord. L'Égypte, au-delà de l'Égypte et de la Turquie, on voit aujourd'hui que tous les pays méditerranéens, mais voire même des pays africains tels que le Kenya, des pays américains tels que le Mexique, le Chili, le Pérou, peuvent compétitionner la Grèce sur le champ du tourisme, voire même les pays asiatiques. Donc, on voit que ces deux secteurs traditionnels de l'économie grecque ne suffisent plus à assurer. Il y a un renouvellement à faire, quoi. Il y a quelque chose à faire. Maintenant, la Grèce doit cibler d'autres secteurs. Un secteur qui a été ciblé pendant longtemps, mais que la Grèce n'est pas parvenue à s'imposer, c'est que la Grèce devienne un peu le centre de référence du système financier des Balkans. N'oublions pas que il y a tout un monde dans les Balkans qui ont besoin des fonds pour relancer leurs économies. La Bulgarie, la Roumanie, même la Turquie. Lorsqu'on parle des Balkans, traditionnellement, oui, il y a un Balkan géographique, mais également un Balkan qu'on pourrait le dire économique. Tous les pays du Caucase et les régions du Caucase entrent également dans ce courant-là. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas seulement la Russie qui peut les soutenir. La Grèce également pourrait jouer ce rôle-là. La Grèce pourrait jouer ce rôle-là. La Grèce devrait devenir également un pôle financier, de sorte que les gens pourraient venir en Grèce à travers une épargne conséquente, un secteur financier concurrentiel pourrait pénétrer ces régions-là. Mais la Grèce n'a pas su faire ce bond-là. Quoi qu'il y ait une forte restructuration financière en Grèce, il y a des majeurs qui sont apparus en Grèce. Moi, je suis resté longtemps en Grèce. Et actuellement, pendant longtemps, c'était les deux grandes banques, c'était la Banque nationale et la Banque agricole. Aujourd'hui, le secteur est contrôlé par d'autres banques, Alpha Bank et également Eurobank, qui sont des nouveaux acteurs. Des nouveaux joueurs qui sont venus avec une expertise venue d'ailleurs, en grande partie de la Suisse. Mais on a vu que la Grèce n'a pas su faire le bond en avant pour jouer le rôle de pôle financier. Et comment pourra-t-elle arriver à devenir un pôle financier, elle qui doit rembourser? Mais maintenant, ça va de soi que ça deviendrait difficile que la Grèce puisse jouer ce rôle-là. La Grèce doit maintenant viser d'autres secteurs. Quels sont ces autres secteurs? De l'étranger, c'est un peu difficile de le voir. Mais on sait que la Grèce peut jouer un rôle essentiel dans ce qu'on appelle l'économie verte. Ah ben oui. La Grèce a du soleil. Ah oui, c'est vrai. Dans cette économie verte, la Grèce peut jouer un rôle. Mais maintenant, comment? C'est une façon d'y réfléchir et de trouver la voie à arriver à pouvoir jouer ce rôle. Je parle ici seulement de la Grèce, mais je crois que toute la couronne méditerranéenne
et européennes et africaines peuvent être les pionniers dans cette économie solaire. Surtout que les secteurs du nord de l'Europe ont toujours eu tendance à avoir des préjugés défavorables en disant « Ah, bien sûr, ils se la coulent douce au soleil, ces gens-là. Ils travaillent pas assez. » Ça, c'est ce qu'on entend, là. Oui. Les préjugés qui sont là. Pourtant, on sait que les Grecs travaillent bien, je veux dire. Bon, dans tout... Hein? Qui ne travaille pas ne mange pas. Effectivement. Mais, bon, en terminant, Monsieur Bango, est-ce que ces crises qui sont arrivées en Europe démontrent une faiblesse dans l'économie mondiale, selon vous, ou inversement, est-ce que ça démontre, oui, des faiblesses, mais on devrait se servir de ces faiblesses pour renforcer l'économie mondiale? Moi, j'ai l'impression que ça démontre en grande partie les faiblesses de l'ossature sur laquelle repose la construction européenne. Il y a trop de règles qui ont empêché à l'Europe de suivre le momentum que l'on a vu, par exemple, aux États-Unis, en Angleterre et au Japon. La crise a commencé aux États-Unis. En 2008. En 2008. Et avec la crise, on a vu que les organes dirigeants des États-Unis ont innové dans la gestion au quotidien. On a vu, par exemple, les États-Unis innover en appliquant ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif dans sa politique monétaire. L'Europe a mis du temps pour suivre. Ouais, et voilà. Finalement, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas pris les bonnes décisions au bon moment, ils ont laissé la crise pourrir au sein de l'Europe. Et donc, l'Angleterre, par exemple, puisqu'elle ne faisait pas partie de l'euro, a pris ses décisions bien à temps. D'accord. L'Europe a pris du temps. Peut-être que l'ossature doit être plus rigide. Moins rigide, plus flexible. Voilà. Plus flexible, de sorte à permettre à l'Europe de réagir plus à temps. Voilà. Et, Monsieur Bango, c'est déjà tout le temps qu'on a. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. J'espère qu'on vous réentendra ici. Vous avez été professeur, ça paraît. On vous suit. Okay, Thomas Bango Lingo, et je le rappelle, docteur en économie, ancien tuteur à l'Université ouverte hellénique et tuteur à la Téléuniversité du Québec, la TÉLUQ. Je vous rappelle également que vous pouvez prendre plus d'informations sur le site web de Radio-VM au www.radiovm.com. Vous retrouverez dans quelques jours l'entrevue avec Monsieur Bango en podcast. Alors, ne vous gênez pas, allez voir ça. Merci beaucoup, Daniel Fortin, à la mise en onde, à la régie. Ici Mario Barre, restez à l'antenne de Radio-VM. Ici Mario Barre, bienvenue à ce Question d'actualité.